Gérard Lepuil, bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité, spécialiste des questions d'environnement et d'écologie, et vous publiez ce livre, Paris Climat 2015, l'écologie peut encore sauver l'économie. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmation. Et pourtant, dans toute la première partie de cet ouvrage, vous êtes assez désespéré, notamment quant au fait que le logiciel des gens qui gouvernent l'économie et les pays est basé sur des théories, notamment celle de David Ricardo ou celle de Schumpeter, des théories d'avantages comparatifs, des principes de destruction créatrice qui sont en contradiction totale avec un monde durable. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur ces théories économiques qui nous gouvernent et qui sont en contradiction totale avec le fait de pouvoir sauver la planète? Ce qui m'a impressionné le plus quand j'ai commencé à écrire ce livre et à réfléchir sur son contenu, oui, c'est cette contradiction entre la mondialisation libérale qui, par nature, est extrêmement libératrice de gaz à effet de serre et le besoin de limiter ces gaz à effet de serre qui donc suppose d'avoir une société qui commerce beaucoup moins, qui soit plus économe en carburant et en énergie de toutes sortes, parce que c'est à ce prix-là, seulement à ce prix-là, qu'on pourra réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que pour les pays développés, on parle de les diviser par 4 d'ici la fin du siècle en cours. Il faut savoir que c'est quelque chose d'énorme et que ça suppose qu'on réduise de plus de moitié, par exemple, la circulation automobile, qu'on isole tous les logements, etc., etc., et qu'on développe un autre type d'agriculture que celui qu'on a aujourd'hui, oui. Et alors, un autre type de rapport au commerce aussi, puisque alors même qu'on est en train de signer des traités transatlantiques, etc., qui vont encore aggraver les spécialisations, les délocalisations, eh bien, il faudrait faire tout le contraire. Est-ce qu'on peut à la fois faire Paris Climat et signer le traité transatlantique ? La contradiction n'est pas chez moi. La contradiction est chez ceux qui organisent à Paris cette conférence mondiale sur le climat et continuent dans le même temps de négocier des traités de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud, voire avec certains pays d'Asie comme l'Inde notamment. Je crois que oui, il faut sortir de cette contradiction. Ma conviction est que l'économie de proximité va redevenir un impératif si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a besoin de le faire. Alors, on peut le faire, ça, on y reviendra un peu plus tard, en France, avec une économie circulaire, etc. Mais quand on voit à l'échelle mondiale les délocalisations, vous parlez de dumping environnemental, puisque après le dumping social, il y a bien sûr le dumping environnemental, c'est-à-dire qu'on pollue chez les autres plutôt que de polluer chez soi. Comme ça, on peut afficher le greenwashing de rigueur. Donc ça, il faut aussi revenir là-dessus. Et vous parlez de notion de souveraineté alimentaire et énergétique. Vous pouvez développer un petit peu ? Je parle de souveraineté alimentaire notamment. Au niveau énergétique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de pétrole du tout. Mais il faut tendre, oui, vers une souveraineté énergétique. Et de ce point de vue, par exemple, ce que fait l'Allemagne avec une sortie précipitée du nucléaire ne va pas dans ce sens-là, puisque ce faisant, l'Allemagne relance les centrales au charbon et donc pollue davantage. Et dans un pays comme la France, qui produit son électricité à plus de 70% à partir des centrales nucléaires, eh bien, il faut bien se dire qu'une sortie rapide du nucléaire serait catastrophique. Peut-être que dans un siècle, il faudra en sortir parce qu'il n'y aura plus d'uranium. Mais en attendant, l'intérêt, je crois, c'est de veiller à la sécurité et comment dirais-je, de bien entretenir les centrales nucléaires sous l'autorité de sûreté nucléaire notamment. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir cette institution en France qui veille à la sécurité des centrales nucléaires. Donc on comprend bien que dans ce livre, sans faire l'apologie du nucléaire, vous dites que ça peut nous laisser le temps
de préparer tranquillement une transition énergétique. Ceci dit, il y a quand même des questions urgentes. Et la deuxième partie de votre ouvrage, après avoir pointé toutes les contradictions, vous nous dites quand même que, d'une part, en tant que citoyen, on peut agir. Alors comment ? Par sa façon de consommer en premier lieu, par sa façon de se conduire aussi. Par exemple, est-ce que en choisissant prioritairement d'acheter des produits de proximité au niveau alimentaire, on n'envoie pas un message à la grande distribution? Moi, je pense que si. Et si les consommateurs étaient beaucoup plus vigilants dans ce domaine, par exemple, acheter des tomates produites dans sa région plutôt que celles qui sont importées du Maroc et qui font 3000 km en camion réfrigéré, je crois que ça contribuerait à modifier l'économie, c'est-à-dire que ça pousserait à faire en sorte qu'en Île-de-France, par exemple, eh bien, on fasse ce que j'appelle des ceintures vertes autour des villes. Je rappelle qu'avant l'énergie bon marché et les transports tout en camion, eh bien, autour de chaque ville, il y avait des cultures maraîchères. L'Île-de-France, pour ne prendre que cet exemple, c'est un bassin de 12 millions de consommateurs, mais c'est une région aussi où il y a, comment dirais-je, 50% de terres agricoles. 50% de la superficie totale de la région. Le problème, c'est qu'on y produit surtout des céréales pour l'exportation et presque rien pour la consommation des Franciliens. Donc il y a des choses à modifier là, qui ne se feront que progressivement, mais encore faut-il s'y mettre, quoi. Oui, puis il faut aussi prendre conscience. Vous donnez des exemples très parlants dans le livre. Vous dites notamment que dans un yaourt, il y a plus de pétrole que de lait, quelque part. Il y a plus de pétrole que de jambon dans une pizza. Oui. Oui, parce que l'industrie agroalimentaire fait de la nourriture transformée, alors il en faut sans doute, mais comme on multiplie les ingrédients et qu'en même temps on cherche à baisser le prix de revient, eh bien pour faire de la pizza, on utilise par exemple de l'huile de palme produite en Indonésie ou ailleurs, parce qu'elle coûte un peu moins cher que l'huile de colza produite en France par exemple. C'est la même chose pour un certain nombre de matières premières qui entrent dans notre alimentation. C'est aussi avec ça qu'il faut rompre pour revenir à davantage de proximité, oui. Alors, on a parlé de l'alimentation, là où chacun peut avoir son libre arbitre et peut envoyer des messages. Il y a aussi le transport. On ne cesse de prôner des circulations dites douces, mais en même temps, on s'extasie dès que l'industrie automobile repart. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a une contradiction là qui est absolument majeure. Cela étant, on part d'une situation donnée. Et cette situation donnée en France, c'est que même si on le voulait, les transports en commun dans une région comme l'Île-de-France, mais aussi dans des grandes villes de province, ne pourraient pas résorber tous les gens qui vont au travail tous les jours et qui s'éloignent chaque année ou dont le domicile chaque année s'éloigne du lieu de travail. Donc c'est pour ça que je préconise dans un premier temps un recours massif au covoiturage qui pourrait être encouragé par les pouvoirs publics, en aidant financièrement les gens à s'organiser, etc. Et ce faisant, si dans un premier temps on réduisait la circulation automobile de 20 ou 30%, ce serait déjà énorme parce que ça augmenterait parallèlement la fluidité sur les routes et donc il y aurait beaucoup moins d'embouteillages, beaucoup moins de temps passé dans les transports et on pourrait progresser assez vite dans ce domaine à mon avis. Dernier point, vous parlez aussi du logement, là avec quelque chose d'assez innovant, parce que ça paraît évident comme ça quand on vous lit, mais ceci dit, même les ministres écologistes n'y avaient pas pensé. Plutôt que d'augmenter les allocations au logement, si on réallouait ces sommes pour faire des logements moins énergivores, ça ferait de toute façon baisser les charges des locataires et des propriétaires. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a frappé depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment où l'APL, l'allocation personnalisée, a remplacé l'aide à la pierre, eh bien, on dépense de plus en plus d'argent pour aider les locataires, parce que plus ça va, plus les locataires sont pauvres. Si on avait une politique, si on mettait les mêmes sommes pour rénover les logements et donc pour faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre, 2, ça permettrait aussi de réduire les loyers, et donc, mais
là aussi, on part d'une situation qui est très difficile. La question, c'est de dégager des moyens assez rapidement, ouais, pour y parvenir. Sinon, on va continuer à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et à dépenser de plus en plus d'argent pour aider les locataires pauvres qui sont de plus en plus nombreux, oui. Dernière remarque et question, comment faire pour convaincre? Parce que ce que vous préconisez semble parfaitement applicable, parfaitement frappé au coin du bon sens, mais néanmoins, tous les rapports, par exemple le rapport Attali, toute la réunion qui se tient ces temps-ci des grands industriels pour essayer d'agir pour le climat, on sent vraiment un double langage chez ces gens-là, c'est-à-dire un affichage et en même temps pas de vraie volonté ou possibilité d'agir sans remettre en cause leurs profits qui leur sont très chers. Donc, comment les citoyens peuvent obliger leurs dirigeants à agir? En modifiant leur comportement et en étant de plus en plus exigeants, à mon avis. Alors moi, je ne suis conseiller d'aucun ministre, donc tout ce que je peux faire, moi, c'est, après avoir écrit ce livre, c'est participer à des débats pour faire connaître son contenu. J'ai commencé à le faire d'ailleurs et je vois que ça rencontre un intérêt assez conséquent, donc je vais maintenant faire le tour de France pour essayer de promouvoir ce livre et les idées qui sont dedans, parce que je pense qu'on a besoin, à quelques mois de la conférence de Paris, de débattre de ces questions de manière à ce que la pression s'exerce effectivement sur les gouvernants, sur le patronat, etc., pour que les choses changent dans notre pays. Dans le monde, ce sera plus compliqué, mais chez nous déjà, nous pouvons faire pas mal de choses, je crois. Merci beaucoup, Gérard Lepuil.